Bonjour tout le monde, alors bienvenue à la première capsule de grammaire. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la théorie sur les groupes et les phrases enchâssées. Dans une prochaine vidéo, vous aurez des informations concernant les fonctions. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander d'aller chercher ce document-là dans iFiles si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous l'ouvrez dans Notability et pour tous les documents que vous allez devoir remplir sur Notability en français, on vous demande obligatoirement d'écrire de façon manuscrite. Alors, on ne veut pas que vous utilisiez le petit t de traitement de texte parce que si jamais nous devons vérifier ce que vous avez fait dans vos documents, c'est beaucoup plus personnalisé si vous avez rempli vos documents de façon manuscrite, donc à la main. Alors, c'est parti. Si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Et puis, vous pouvez toujours poser des questions aussi aux enseignants de français à partir d'un Google Doc pour lequel vous avez déjà reçu une adresse par le portail. Et puis, donc, les enseignants vont vous répondre le plus rapidement possible. Donc, allons-y avec la théorie sur les groupes syntaxiques et les phrases enchâssées. Nous allons débuter avec ce qu'on avait vu au début de l'année. Donc, en septembre, nous avons commencé à parler des classes de mots. Et puis, en fait, la classe du noyau, c'est ce qui va indiquer le groupe qu'on va avoir. Alors, si j'ai un nom comme classe de mots du noyau, je vais me retrouver avec un groupe du nom. Si j'ai un adjectif, je vais avoir un groupe de l'adjectif, un adverbe, un groupe de l'adverbe. Alors, ça continue comme ça. Le noyau, il est généralement le premier mot du groupe. Ça arrive parfois qu'il n'est pas le premier, mais souvent, et en fait toujours, il ne s'efface pas. Donc, le noyau ne peut pas s'effacer. Il ne s'efface pas. Pour ce qui est du petit résumé sur les groupes syntaxiques et les phrases enchâssées, le tableau que nous allons remplir ensemble, je vous rappelle que vous avez aussi accès à un tableau récapitulatif dans iFiles qui vous permet de voir toutes ces notions-là avec toutes les fonctions aussi et des exemples pour chacun des groupes syntaxiques et pour chacune des phrases enchâssées. Donc, je vais débuter avec le groupe du nom. Si jamais vous trouvez que vous manquez d'espace, n'hésitez pas à vous ajouter une feuille de plus pour ajouter des notes sur ce qu'on a déjà comme contenu. Alors, tout d'abord, le groupe du nom, son noyau à ce groupe du nom-là, ce sera un nom tout seul. On peut aussi avoir une expansion qui va être placée avec ce nom-là, mais notre expansion peut aussi parfois être placée devant le nom. Donc, à chaque fois que je me retrouve avec un nom comme noyau, il n'est pas effaçable et ça va me donner un groupe du nom. Le deuxième, le GV, ça va nous prendre un verbe conjugué pour avoir la présence d'un GV. Ce verbe conjugué-là peut être accompagné, bien entendu, d'expansions. Donc, des fois, notre verbe conjugué va avoir des expansions qui vont être placées après le verbe conjugué. Si je pense, par exemple, à des compléments directs, à des compléments indirects, ça pourrait être aussi des attributs du sujet que vous allez voir un peu plus tard. Puis, on peut avoir aussi des pronoms qui nous sont placés devant notre verbe conjugué. Donc, rappelez-vous, quand on avait travaillé sur le CD et le CI, on avait vu que lorsqu'il était placé comme expansion, il pouvait être pronominalisé, donc être placé en avant, donc devant, à la gauche de notre verbe, et avoir la forme d'un pronom. Donc, si je veux vous donner un exemple pour un groupe du verbe, si je dis « il a mangé une pomme », donc je vais y aller avec des phrases qui sont assez simples à écrire pour ne pas alourdir votre tableau. Alors, si je regarde « il a mangé une pomme », dans ce cas-là, mon verbe conjugué, il est composé d'un auxiliaire et d'un participe passé, mais j'ai aussi une pomme qui est mon expansion qui accompagne mon verbe conjugué. Donc, tout ça fait partie du groupe verbal. Dans ce GV-là, si je change de couleur de crayon, dans ce GV-là, je vois qu'il y a aussi un autre groupe qui est l'expansion. Puis si j'avais à décortiquer, je pourrais dire que cette expansion-là, le noyau, ce serait le mot pomme, qui est un nom. Donc, je suis face à un GN, un déterminant et un nom, ça va former un GN. Donc, on va continuer d'additionner les éléments comme ça. Ensuite, on y va avec le groupe de l'adjectif. Le groupe de l'adjectif, bien entendu, ça va nous prendre un adjectif pour pouvoir avoir un groupe de l'adjectif. L'adjectif, on va aussi dire que notre participe passé employé seul va jouer le rôle de l'adjectif. Donc, comme il a toutes les caractéristiques de l'adjectif,
on va considérer que c'est un groupe de l'adjectif quand j'ai un PPS, un participe passé employé seul. Cet adjectif-là peut lui aussi être accompagné d'expansion. On va découvrir aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si vous allez faire aujourd'hui, mais vous allez découvrir dans une prochaine capsule la fonction de complément de l'adjectif. Donc, on pourrait avoir un adjectif qui serait accompagné par une expansion. Et puis, des fois, l'expansion peut être placée aussi devant notre adjectif dans le cas des modificateurs. Donc, vous allez voir que des modificateurs, c'est le rôle que jouent beaucoup d'adverbes. Donc, vous allez voir ce que ça va donner, que l'expansion peut être placée devant notre adjectif. Alors, si j'invente encore une phrase très simple, par exemple, il a... Je vais regarder encore mon histoire de pomme. Il a mangé une délicieuse pomme. Donc, il a mangé une délicieuse pomme. Si je prends cet exemple-là, donc j'avais déjà décrété que j'avais mon groupe verbal avec mon verbe conjugué. Si je prends ici, je change de couleur, si je prends ici une délicieuse pomme, à l'intérieur de ça, j'ai un déterminant et un nom, ce qui va me donner un groupe du nom. Mais ce groupe du nom-là est accompagné d'une expansion. Et cette expansion-là, c'est un adjectif, le mot délicieuse. Alors, c'est mon groupe de l'adjectif, c'est le noyau de mon groupe de l'adjectif. J'aurais pu ajouter ça va être un peu difficile d'ajouter un adverbe avec une vraiment délicieuse, une très délicieuse pomme. Donc, je n'ai pas super bien choisi mon exemple. Je vais faire une autre phrase pour vous donner un exemple où mon adjectif pourrait être accompagné d'une expansion qui serait placée après, par exemple, mon adjectif. Si je prends « il est fier de toi », alors dans cet exemple-là, j'ai mon « il » qui est un pronom, donc ce n'est pas un groupe, on va en reparler un petit peu plus tard. J'ai mon groupe verbal qui a un verbe conjugué, il est fier de toi, donc tout ça, ce serait mon groupe verbal, dans lequel je vais avoir un adjectif qui serait mon groupe de l'adjectif, qui est accompagné d'une expansion. Donc cette expansion-là, ce sera le « de toi », et puis ça accompagne mon adjectif, c'est un complément de l'adjectif, on va le voir plus tard, ce sera un groupe prépositionnel, on en reparlera ça aussi. Donc dans l'exemple ici, mon adjectif peut être accompagné donc d'une expansion placée après. Et si j'ajoute, donc toujours avec ma même phrase, il est fier de toi, si je dis il est très fier de toi, donc, le trait que je viens d'ajouter, c'est une expansion que j'ai placée devant mon adjectif. Donc, j'ai une expansion qui est placée devant mon adjectif. C'est un adverbe qui est modificateur. On va voir ça dans les fonctions un peu plus tard. Mais mon adjectif fier peut donc être accompagné d'une expansion qui peut être placée en avant et d'une expansion qui peut être aussi placée en arrière. Donc, je vais poursuivre maintenant avec le groupe de l'adverbe, justement. Donc, mon groupe de l'adverbe, son noyau, quelle grande surprise, ce sera un adverbe. Cet adverbe-là peut être aussi accompagné d'une expansion. Donc, une expansion qu'on va avoir qui va accompagner notre adverbe, ça va souvent être un autre adverbe. Donc, des fois, notre adverbe va être accompagné d'une expansion. Alors, si je dis, par exemple, elle est jolie, excusez-moi, je vais juste ajouter un adverbe, ce serait plus pertinent. Elle est très jolie. Alors, dans cet exemple-là, je reprends, j'ai un pronom ici qui ne sera pas dans un groupe, qui sera seulement pronom. J'ai mon groupe verbal qui est composé d'un verbe conjugué. Donc, est très jolie, tout ça, c'est mon groupe verbal dans lequel, on va changer de couleur, dans lequel je me retrouve avec un adjectif. Donc, j'ai un groupe de l'adjectif qui est placé à l'intérieur de mon groupe verbal. Et puis, j'ai aussi un adverbe, donc, qui est un groupe de l'adverbe. C'est le noyau de mon groupe de l'adverbe qui sera modificateur de l'adjectif joli. On va voir les fonctions un peu plus tard, je le répète encore. Donc, elle est très jolie. Le trait, excusez-moi, le trait, il est groupe de l'adverbe. Et puis, j'aurais pu ajouter un autre adverbe. Elle est vraiment très jolie.
Donc, si j'ajoute un autre adverbe devant mon premier adverbe, je me retrouve avec une expansion devant mon adverbe. Donc, vraiment et très. Le trait est considéré comme mon noyau parce que je ne peux pas l'effacer. Vraiment, je peux l'effacer. Alors, c'est mon expansion et lui aussi, c'est un adverbe qui, lui aussi, sera un groupe de l'adverbe. Donc, on va avoir des groupes dans des groupes dans des groupes. Alors, on va se retrouver avec beaucoup de groupes, un à côté de l'autre. Mais toujours, il y en a toujours un qui est l'expansion de l'autre pour que la phrase de base, la structure des phrases soit respectée. Donc, on poursuit avec le groupe de la préposition. Le groupe de la préposition, donc ce que ça nous prend absolument pour le groupe de la préposition, mais ça va nous prendre absolument une préposition ou un déterminant défini contracté. Rappelez-vous qu'on avait vu au début de l'année que le déterminant défini contracté cachait une préposition dans le fond. Là. Ce que ça veut dire déterminant défini contracté, c'est « Hey, n'oubliez pas, il y a une préposition à l'intérieur. » Si je prends par exemple le déterminant défini contracté « au », mais en fait, ce serait une contraction d'une préposition et un déterminant défini, ce serait le « à » et le « le » qui ont été placés ensemble pour former le déterminant défini contracté « au ». Donc, la préposition, je vais faire d'ailleurs une petite parenthèse sur le déterminant défini contracté. Dans quelques instants, je vais vous reparler du « des » qui peut être parfois déterminant indéfini ou déterminant défini contracté. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Mais la préposition ne peut pas être seule. Donc, la préposition va toujours être accompagnée d'une expansion. L'expansion est obligatoire avec le groupe de la préposition. On avait vu dans les autres groupes que le noyau pouvait être simplement un mot. Par exemple, dans le GN, je pouvais avoir un nom tout seul pour former mon groupe du nom. Dans le GV, je pourrais avoir un verbe tout seul pour faire mon GV. L'adjectif peut être tout seul aussi, sans problème. L'adverbe aussi peut être tout seul, tandis que la préposition, un de, un à, ne peut pas être seul. Ça me prend absolument donc une expansion pour l'accompagner. Donc, le groupe de la préposition, si je prends, je vais changer de couleur, la sœur du voisin. Donc, je vais faire simplement une phrase partielle pour l'instant. Donc, dans la sœur du voisin, je me retrouve ici avec un déterminant, un nom. Alors ici, j'ai un GN, mais ce GN-là a une expansion. Donc, tout ça, c'est mon groupe du nom. Et puis, mon expansion du voisin, donc c'est un groupe prépositionnel parce que j'ai la présence d'un déterminant défini contracté et d'un GN, ce qui me donne un groupe de la préposition, un groupe prépositionnel. Donc, vous allez voir les fonctions que peut jouer le groupe prépositionnel un peu plus tard, le groupe de la préposition, prépositionnel de la préposition, là, vous pouvez l'appeler des deux façons. Et puis, donc, vous voyez que du voisin, c'est l'expansion du GN, mais c'est un groupe en soi et ça débute par un déterminant défini contracté. Je vais faire une petite parenthèse sur le des. Donc, je vais aller m'ajouter une page pour pouvoir vous écrire. Donc, je vais ajouter une page. Non, attendez, c'est ici. Vous voyez comment c'est en... On est en direct. Ajouter une page. Alors, c'est parfait. Je me suis ajouté une page pour pouvoir annoter ici un petit élément qui pourrait vous être utile concernant l'utilisation du des qui peut être déterminant défini contracté ou indéfini. Donc, pour faire la distinction entre les deux, le truc qu'on vous a donné, c'est de remplacer le mot qui suivait par un mot qui serait au singulier. On peut commencer par un mot masculin au singulier, puis si on ne trouve pas la réponse à notre question, on peut y aller avec un mot féminin singulier. Alors, si je prends la phrase, par exemple, « Des enfants sortent des manèges », je peux essayer de remplacer ma phrase. Dans ma phrase, je vais remplacer ce qui suit le déterminant des par un mot qui est masculin singulier. Alors, tout simplement, ici, c'est assez simple. J'ai enlevé le S à enfant. Alors, est-ce que je vais dire « un enfant sort du manège » ou « de l'enfant sort du manège », ça ne fonctionne pas. Alors, dans ce cas-ci, c'est absolument le « un » que j'utiliserai. Comme j'ai pu remplacer mon « des »
par le déterminant indéfini 1, je me retrouve avec un déterminant indéfini, comme dans ce cas-ci, je serai donc face à un GN et non à un groupe prépositionnel parce que je n'ai pas de préposition. Je poursuis mon travail avec mon deuxième des qui est ici. Je vais prendre ma neige et puis je vais enlever le S. Alors, est-ce que je vais dire des enfants sortent du manège ou un manège? Alors, on dirait que le de est plus agréable. Et là, si vous doutez, vous demandez, je ne suis pas certain si le de, le du, excusez-moi, si c'est un déterminant défini contracté, allez plus loin dans votre analyse et remplacez le mot manège par un mot féminin singulier tout simplement. Alors, je pourrais dire forêt. Donc, des fois, le sens là, de la phrase ne sera pas tout à fait respecté. On va essayer de trouver un lieu. Si on est avec un lieu, ça va nous aider à mieux s'assurer que notre phrase ait de l'allure. Alors, si je dis des enfants sortent, est-ce que je vais dire une forêt ou de la forêt? C'est sûr que je vais dire des enfants sortent de la forêt. Alors, automatiquement, ça me présente qu'il y a une préposition qui est cachée ici. Donc, le du était le bon choix. Donc, comme j'ai des déterminants définis contractés, soit le du ou le de ici qui présente une préposition, bien mon des, c'est un déterminant défini contracté. Ce qui veut dire, surprise, préposition de cachet, donc des manèges, ce n'est pas un groupe du nom, c'est un groupe de la préposition parce qu'il commence par une préposition. Alors, il ne faut surtout pas oublier de faire cette petite analyse-là quand on a un « des ». Il faut s'assurer qu'on est bel et bien face à un déterminant défini contracté ou à un déterminant indéfini pour être capable de faire la différence entre les deux groupes. Je vais poursuivre maintenant avec la phrase, on va y aller dans l'enchâssement. Donc, la phrase subordonnée relative. Nous avions vu que la phrase subordonnée relative, elle débutait toujours par un pronom relatif. Et puis moi, ce que j'avais présenté à mes élèves, donc c'était d'encadrer les pronoms relatifs qu'on allait rencontrer. Donc, nous n'irons pas analyser à l'intérieur de la subordonnée relative pour l'instant. On va repérer la subordonnée relative, puis on reparlera plus tard des fonctions, donc dans une capsule qui est subséquente, qui vous sera présentée dans les heures qui suivent, donc prochainement. Alors, la phrase subordonnée relative, ça nous prend un pronom relatif et puis on connaît les pronoms relatifs par cœur si ce n'est pas fait, donc il faut les connaître par cœur, qui, que, quoi, dont, où, duquel, auquel, lequel et toute la gang. Faites bien attention au « ou » qui présente un accent grave sur le « u » et au « don » qui n'est pas le « donc », qui est un don, D-O-N-T. Donc, le fameux truc, là, je sais qu'il y a certains profs que vous avez eu l'an passé qui vous faisaient une espèce de un petit truc de karaté, là, don ou. Donc, pour vous rappeler qu'il y avait le T et l'accent. Si vous ne comprenez pas ma référence, passez tout droit. Mais pour ceux qui s'en souviennent, ça peut peut-être vous aider. Alors, quand j'ai une phrase subordonnée relative, donc, elle va débuter automatiquement par un pronom relatif. Alors, par exemple, je pourrais avoir « J'ai mangé une pomme ». Je vous demande de noter les mêmes phrases que moi. Hein. Vous réalisez bien que les phrases ne sont pas des plus originales, mais je prends toujours des phrases qui sont faciles à écrire. Donc, « J'ai mangé une pomme qui était rouge ». Alors, si je prends cette phrase ici, je vois que je me retrouve avec un pronom relatif ici qui est le début, le commencement de ma subordonnée relative. Donc, quand nous avons fait de l'analyse de phrase, nous avions séparé devant la subordonnée relative et nous pouvions regarder juste en avant pour nous assurer qu'on était bel et bien avec une subordonnée relative qui avait un antécédent. Alors, il y a un nom en avant, le qui, l'antécédent de ce qui-là, de ce pronom relatif-là, parce qu'on se rappelle qu'un pronom, ça a toujours un antécédent, connu ou inconnu, là, mais le pronom relatif a un antécédent. Donc, dans ce cas-ci, notre pronom relatif, c'est la pomme. Alors, si je prenais cette phrase-là, je me retrouve avec une phrase enchâssante. Donc là, on va déterrer des éléments dont on a parlé avant Noël, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai mangé une pomme, ce serait ma phrase enchâssante, ma P1, et ma P2,
donc ma deuxième phrase que j'ai ici, serait ma phrase subordonnée relative parce qu'elle débute par un pronom relatif. Je vais faire une petite parenthèse sur ma feuille suivante concernant ce qu'on avait déjà vu aussi avec la phrase subordonnée relative, juste pour vous rappeler qu'à l'origine, avec une P1 et une P2, avec ma phrase enchâssante et ma phrase subordonnée relative, il y avait deux phrases qui existaient à la base de tout ça. Alors, je m'en vais juste ici en dessous de mes dés. Alors, si je reprends ma même phrase, donc je vais juste la revoir parce que j'ai une petite mémoire. J'ai mangé une pomme qui était rouge. Donc, dans ce cas-là, une pomme qui était rouge. Dans cette phrase-là, je me retrouve avec une P1 et une P2. À l'origine, ce qu'on avait comme phrase, ma P1, c'était la même, j'ai mangé une pomme, mais je dois avoir un mot qui se répète dans ma P2, donc mon qui, je vais le remplacer par son antécédent. Alors, quand j'ai le qui, rappelez-vous, les choix des pronoms, c'est toujours justifié par une fonction qu'ils occupent dans la P2. Alors, dans ma P2, ce que j'avais comme phrase à l'origine, quand j'avais deux indépendantes, alors c'était la pomme était rouge. J'ai pris donc mon antécédent et j'ai remplacé mon pronom par son antécédent. Alors, dans ma phrase que ça me donne, la pomme était rouge, si je me demande quelle est la fonction, et là, je sais que je fais un lien avec les fonctions, qu'on n'est pas tout à fait rendu là, on a déjà travaillé cet élément-là, donc je vais juste vous remémorer qu'on avait déjà traité de tout ça. Alors ici, qui est-ce qui était rouge ou qu'est-ce qui était rouge? Je commence avec mon verbe pour poser la question. Je me retrouve avec une fonction de sujet pour la pomme. Et puis, on avait vu que quand l'antécédent, on le remplace dans la P2 par un pronom pour utiliser un qui, c'est parce que ça remplace un sujet dans la phrase qu'il y avait avant qu'on fasse de l'enchâssement. Donc, si cette parenthèse-là vous a un peu mélangé, ça va se repréciser par la suite quand nous allons refaire les fonctions. On ne vous demande pas d'aller dans l'analyse pour l'instant à l'intérieur des P2, des P1. Nous avons déjà traité de l'enchâssement. On va le refaire aussi avec la révision de fin d'année qui va arriver dans la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis, je voulais juste vous rappeler ce petit élément-là que nous avions avec la P1, la P2 et la subordonnée relative. Poursuivons avec la phrase subordonnée CP. Donc, la subordonnée CP, elle ne débute pas par un pronom relatif, elle débute par une conjonction de subordination. Pourquoi on n'appelle pas ça un pronom? Bien, parce que ça n'a pas d'antécédent. Donc, ma conjonction de subordination, on a notre fameux truc pour se rappeler, chaque prof a son truc, donc je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont appris le si, que, quand, comme et toute la gang de que. Alors le si, le que n'est pas là-dedans parce qu'il n'est pas dans cette gang de conjonction de subordination. On va l'utiliser dans la phrase complétive. Donc on a le si, le quand, et le comme, et la gang de que, donc lorsque, afin que, depuis que, puisque, dès que, alors on a énormément de conjonctions de subordination qui débutent avec qui ont une conjonction de subordination qui est composée avec le que. Alors, on peut avoir une phrase tout simplement, quand tu ris, il adore cela. Alors, si je prends cette phrase que j'ai ici, quand nous avons analysé les phrases, quand nous avons fait de l'analyse de phrases, on avait vu que nous avions deux verbes. Alors, dans la première phrase, elle débute par une conjonction de subordination, donc c'est le quand. Ça me donne donc la présence d'une P1 et d'une P2. Ma P1, c'est mon enchâssante. Ma P2 a absolument besoin de ma P1 pour exister. Je peux la déplacer. Rappelez-vous des différentes caractéristiques de ma phrase subordonnée CP. Je peux la déplacer sans problème. Je pourrais dire « Il adore cela quand tu ris ». Je pourrais aussi l'effacer, simplement dire « Il adore cela ».
point. Et je pourrais aussi la dédoubler. Le dédoublement, c'est quand je vais dire « et cela se passe ». Alors, je pourrais dire « il adore cela et cela se passe ». C'est un peu répétitif, là, c'est pas génial comme structure. Donc, il adore cela et cela se passe quand tu ris. Donc, je peux dédoubler, effacer, déplacer. Donc, mes caractéristiques pour la conjonction de la phrase subordonnée CP sont là. En plus, on a une virgule en tête de phrase. Et rappelez-vous que le CP, lorsqu'il est placé en tête de phrase, on doit l'isoler à l'aide d'une virgule. Donc, cet élément-là, c'est ma phrase subordonnée CP. Donc, ce que j'ai ici, c'est ma subordonnée CP. On termine maintenant avec la phrase subordonnée complétive. Seulement 3 possibilités de conjonction de subordination. Donc, on a le que, tout court, le de ce que et le à ce que. Alors, il faut que tu m'écoutes. Merci, d'ailleurs. Alors, il faut que tu m'écoutes. J'y vais avec mon analyse de cette phrase-là. Un premier verbe, un deuxième verbe. Je me retrouve avec une conjonction de subordination. J'ai un que qui est ici. Donc, je sépare juste devant. J'ai ma P1, j'ai ma P2. Quand j'ai cette structure-là, le que qui est là, je peux me poser des questions parce que ça existe un que qui est pronom relatif. Alors, si je regarde dans mes phrases subordonnées relatives, le que il est là. Donc, pour faire la distinction entre les deux, rappelez-vous comment on détermine si c'est une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Je dois regarder devant. Donc, à la gauche de mon mot que j'ai encadré pour vérifier si c'est un verbe ou si c'est un nom qu'on a pour savoir si c'est dans un GN ou si c'est dans un groupe du verbe. Alors, si je regarde juste en avant, un verbe. Alors, dans ce cas-ci, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ma phrase subordonnée complétive. Ce qui fonctionne très bien, c'est que la subordonnée complétive, ça le dit dans ce que c'est, ça complète quelque chose. Et puis, si j'enlevais complètement ma subordonnée complétive, si je disais juste « il faut point », ma phrase serait agrammaticale, ça ne fonctionnerait pas. Alors, ma subordonnée complétive, elle est nécessaire, elle est essentielle au bon fonctionnement de ma phrase. Donc, elle n'a pas d'antécédent. Elle n'a pas d'antécédent. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, si vous avez vu un petit nuage passer. Donc, il n'y a pas d'antécédent dans mon que n'a pas d'antécédent parce que c'est une conjonction de subordination. Si je retourne un peu plus bas encore, juste pour vous donner un autre exemple, par exemple, la pomme que tu manges est rouge, toujours très original. Donc, la pomme que tu manges est rouge. J'ai un premier verbe, un deuxième verbe. J'ai ici soit une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Je vais séparer juste devant, je vais séparer entre mes verbes. Je me retrouve avec une phrase enchâssante, une P1 qui est séparée en 2 bouts. Donc, ce serait la pomme est rouge. Et ma P2, c'est que tu manges. Pour savoir si c'est une subordonnée relative ou une subordonnée complétive, je regarde dans quel groupe elle est enchâssée. Elle est enchâssée dans un nom, donc dans un GN. Alors, c'est une phrase subordonnée relative. Sa fonction aussi est en lien avec ça. Sa fonction, ce serait d'être complément du nom pomme. On en reparlera des fonctions. Mais donc, le que a un antécédent, ce serait le mot pomme. Et puis, il est dans un GN. Il complète toujours un nom. Toujours en fait cette année, parce que la subordonnée relative peut être autre chose, mais on en parlera en secondaire 3. Alors, c'est ce qui va compléter la partie sur la subordonnée. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus l'écran, que je n'ai plus donc accès au document. Alors, c'est ce qui va mettre fin à la première capsule. Merci beaucoup!